Brestois, Brestoise, le ciel n'a plus de couleur, les oiseaux ne chantent plus, les feuilles s'écrasent une par une sur le sol. Bienvenue dans ce 49e épisode de Brest on Air où je suis rejoint par un François, un Fanche triste et déçu évidemment comme nous tous. Il ne fait pas exception malgré un mental d'acier, on te connaît. Mais aujourd'hui, on en a gros sur la patate. Hein. Ouais, salut Quentin. Oui, effectivement, ouais, un petit peu désabusé après ce match. Surtout cette deuxième mi-temps, je dirais, de Brest, d'Angers-Brest, même cette fin d'Angers-Brest finalement qui est venue gâcher le week-end. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'être assez affecté par les résultats du Stade Brestois, mais cette fois, c'était particulier. Alors je sais pas, je pourrais pas mettre le doigt sur le véritable problème. J'imagine que c'est un peu un tout de ce qu'on va aborder dans les prochaines minutes. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'accepter celle-là. Mais malheureusement, il faut bien le faire. Et donc voilà, on va revenir rapidement sur ce Angers-Brest. Ce sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Parce que rien que de préparer ce podcast, ça a remis les démons dans la tête. Et Toujours. on va prendre du recul un peu sur ce match entre Angers et Brest. C'est quand même, je pense, bien de le faire quelques jours après. Oui. Parce qu'il y aurait peut-être eu des dérapages un peu plus prononcés si on l'avait fait dans la foulée du match dimanche. Et puis il y aura évidemment les news et le retour sur, enfin la présentation plutôt du match de la semaine, puisque voilà, il y a un match qui arrive quand même. On a du mal à s'y projeter, mais c'est vrai que il y a un match contre Monaco, il y a un beau match en plus qu'on n'avait pas pu voir l'année dernière, puisque c'est l'un des matchs qui avait été annulé par la pandémie. Donc agréable de revoir un Monaco très performant en plus depuis le début de saison, à Francis Leblay. Ça m'a littéralement cuit les boules. Alors, Angers-Brest, je vais rapidement passer sur les compos et le scénario un peu du match. Donc Angers en 4-3-3, Bernardoni dans les buts, Bamba, Traoré, Pavlovic et Ait Nouri en défense, un milieu à 3 avec Pierrick Capel, Fulgini et Mangani. Et une attaque avec donc Tube à droite, Bobichon à gauche et Stéphane Bauken en pointe. Brest dans son 4-2-3-1 habituel, l'Arseneur dans les buts, Pierre Gabriel qui faisait son retour pour ce match, Erel Duverne et Romain Perrault, évidemment côté gauche, Diallo Belkebla pour la paire de milieu dans l'axe, Fèvre à droite, Charbonnier dans l'axe et Le Doiron à gauche. Derrière, Steve Mounier, une nouvelle fois buteur. C'est lui qui ouvre le score d'ailleurs sur un penalty après 3 minutes de jeu. Il ne fallait pas arriver en retard au stade Raymond Compas, évidemment. L'égalisation de Sada Tube un peu plus tard, avant que Gaëtan Charbonnier ne redonne l'avantage au stade brestois sur peut-être son geste le moins propre depuis le début de la saison. Ismaël Traoré égalise à la 78e minute et Angelo Fulgini donne l'avantage et la victoire à son club d'Angers. Est-ce qu'on commence par les points positifs ou les points négatifs ? C'est toi qui décides. En commençant par le négatif pour finir sur une note positive. Allez, je te laisse la parole, Fanche. Ouais, bah écoute, comme tu disais, hein, le cœur n'y était pas forcément pour préparer ce podcast et c'est un match assez particulier à analyser en ce sens où bah, la rencontre a été quand même plutôt maîtrisée pendant une grande partie du match finalement, que ce soit la première mi-temps, même si on a eu un petit trou d'air. Souvent c'est le cas d'ailleurs, c'était également le cas à Dijon lors de notre précédent déplacement. Je sais pas, j'arriverai pas à quantifier, mais peut-être entre la 20e et la 35e minute à peu près. On était très bien entré dans le match. Après l'égalisation, on s'est fait sentir, on la sentait arriver. Puis après l'égalisation, on n'a pas baissé la tête et on a réussi à finir la première mi-temps tambour battant. Hein. Je pense même qu'on doit rentrer au vestiaire. Non, enfin, techniquement, on doit rentrer à 3-1, si ce n'est 4-1. Bon, 3-1 en tout cas, je pense. Au regard des occasions manquées, notamment par donc Charbonnier, une belle tête sur la barre. Bon, ça, c'est pas forcément Le critiquable. haut de la barre transversale. Donc, C'est ça, voilà. Il y a la frappe de Perrault qui est signalée hors jeu, mais qui ne l'était pas. Et il se retrouve un peu tout seul devant le gardien quand même. Bon, on va pas lui reprocher, il est placé. Bon, c'est son pied droit, c'est pas forcément évident. Et il y a surtout l'occasion à la fois de Fèvre qui frappe là la barre, pleine barre, et surtout, cette parade exceptionnelle de Bernardoni. Donc pendant le match, j'avais du mal à savoir si c'était vraiment un raté de Mounier ou une parade de Bernardoni. Mais c'est comme Gordon Banks en fait. Mounier a marqué un but, mais Bernardoni l'a arrêté.
Et vraiment, si on devait faire un homme du match, je pense que mon homme du match, ce serait Bernardoni, parce qu'il a vraiment été assez exceptionnel. Et après, on a tout gâché, quoi. On a tout gâché à partir, je pense, des changements, moi, d'Olivier Dalloglio. Déjà, en seconde période, on n'a pas su s'il fallait, au début de la seconde période, on n'a pas vraiment su s'il fallait continuer à attaquer ou pas. On s'est procuré très peu d'occasions, c'était très pauvre dans le jeu offensif, alors qu'en premier temps, on était plutôt efficace sur ce point-là. Et la sortie de deux créateurs, des deux manières de ballon, hein, que ce soit Romain Fèvre ou Gaëtan Charbonnier, je l'ai pas comprise, vrai, je les ai pas comprises ces sorties. Une des deux aurait pu être justifiée, hein, pourquoi pas. Mais les deux en même temps, pour moi, c'est vraiment déséquilibrer l'équipe et ça a redonné le ballon à Angers. Et lorsqu'Angers a le ballon à domicile et en poussant, bah, fatalement, ce qui est arrivé, enfin ce qui devait arriver arriva. Encore un but sur coup de pied arrêté. Et voilà, c'est extrêmement frustrant. Je pense qu'il y a énormément de regrets à avoir sur ce match. Même un nul, je pense que j'aurais été déçu. C'est dire à quel point on avait fait une bonne première mi-temps. Et on se souvient du match de l'année dernière où on gagne, c'est un miracle. Là, le match était totalement différent et on le perd. Voilà. J'espère qu'on ne va pas se mordre les doigts à la fin de saison parce que c'est pas un point, même 3 points, je pense, qu'on a laissé du côté d'Angers. Et voilà. De mon côté, c'est une énorme déception avec beaucoup de responsables à pointer du doigt. Voilà. Après, il y a certainement des points positifs à en tirer également, hein, parce qu'on n'a pas été ridicule une grande partie du match, etc. Tout ça, mais le positif, là, il est difficile à garder en mémoire tant le négatif prend le pas. Ben, il y a la réalité du score et la réalité de ce qu'on a vu, en fait, qui est assez drastiquement opposée, et c'est ça qui est assez difficile à expliquer. Je pense que l'entraîneur l'a dit aussi, il comprend pas pour comment et pourquoi le Stade Brestois a fait pour perdre ce match, et c'est un peu le sentiment qu'on retient après cette rencontre. Je suis d'accord avec toi sur le coaching, j'ai pas très bien compris non plus pourquoi il enlevait les deux meilleurs techniciens sur le terrain alors qu'on maîtrisait le ballon et qu'au finalement il y avait plus. Alors on pouvait essayer d'aller marquer un troisième but, mais ça aurait été bien de garder au moins un des deux. À la fois faire rentrer des Cardona et Honora pour pouvoir exploiter les espaces qui allaient automatiquement s'offrir au Stade Brestois maintenant que Angers devait un peu se découvrir. J'ai pas aussi trop bien compris pourquoi c'est Philippe Otto qui est entré en premier. Alors je comprends qu'il connaît le système, qu'il connaît l'entraîneur. Malgré tout, il connaît pas forcément ses coéquipiers. Après, voilà, sa performance, elle n'a pas été transcendante, mais je pensais que peut-être un Cardona ou un Honora aurait pu être un peu plus adapté à la situation. Et là, je me demande aussi un peu si on n'a peut-être pas trop de bons remplaçants et que Olivier Dalloglio s'est senti obligé de les faire rentrer, alors que finalement, je pense que voilà, si on garde en tout cas la colonne vertébrale de l'équipe, la fin de match se passe assez différemment. Mais d'un autre côté, voilà, la semaine dernière, on pointait du doigt le fait qu'on pouvait faire rentrer à 2 en notre faveur contre Lorient des joueurs comme Honora, des Cardona. Voilà, c'était la même chose un peu cette semaine. Mais c'est vrai que là, il n'y avait pas nécessairement besoin de changer. Et peut-être que le fait que ces joueurs-là aient des CV assez importants a poussé Olivier Dalloglio à le faire. Alors que par exemple, s'il y avait peut-être un Saïd, un Benvindo sur le banc, il n'aurait pas été obligé de le faire entre guillemets. Je te rejoins vraiment sur ça. On a tendance à dire, le proverbe dit en tout cas qu'abondance de bien ne nuit pas. Là, je pense que si. Le fait d'avoir des joueurs comme Cardona, Honora et Philippe Otto, finalement, ça pourrait presque être 3 titulaires, hein, sur le banc. Ça nous a peut-être un petit peu joué des tours dans le sens où voilà, il s'est senti obligé de les faire forcément rentrer. C'est un petit peu comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu as des recrues, tu as envie de voir ce qu'elles valent. Là, c'était peut-être pas le moment. Aussi, je dois dire, il y a un article très intéressant, enfin un article, petite brève dans l'équipe qui est sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Depuis que la Ligue 1 en fait permet de faire 5 changements, donc Claude Puel a forcément fait à chaque fois ces 5 changements, et en deuxième c'est Olivier Dalloglio qui fait 4,8 changements par match en moyenne, assez largement devant certains entraîneurs. Donc voilà, il fait énormément de turnover, et je pense que cette fois-ci ça lui a été fort préjudiciable. C'est un petit peu regrettable. En plus, je dois rajouter que ça ne ressemble pas finalement à Olivier Dalloglio, ce genre de changement, de faire sortir ses joueurs de ballon. Je n'ai pas très bien compris, c'est quelque chose qui ne correspond pas à son style. Et j'ai voilà, comme l'impression qu'il s'est un peu renié, ou alors peut-être pensait-il avoir match gagné, je ne sais pas, je n'explique pas vraiment ce coaching-là, que je trouve vraiment très curieux. C'est un peu ce que je me suis dit aussi au niveau match gagné. Ce qu'on peut faire aussi un peu dans Football Manager, où tu fais rentrer des jeunes parce que tu penses avoir le match maîtrisé, juste pour leur donner du temps de jeu pour qu'ils progressent un peu plus rapidement. Et au final, tu te fais fumer dans les dernières minutes.
Voilà, c'était un peu une pensée que j'ai eue également. Mais effectivement, le principal problème de ce match, c'est qu'on prend vraiment des buts à chaque demi-occasion adverse, et ça commence vraiment à devenir gonflant. C'est peut-être le point le plus énervant de cette rencontre et de ce qu'on retire en général depuis le début de saison, parce que c'est pas uniquement un fait sur le match d'Angers, ça dure vraiment depuis le match contre Marseille, on va dire. Autant contre Nîmes, voilà, Nîmes méritait largement sa victoire, et les occasions étaient nettes. C'était des face-à-face, des tirs dans des positions assez intéressantes pour l'adversaire. Là, c'est vraiment des tirs croisés à l'angle de la surface, c'est des coups de pied arrêtés. Je comprends pas pourquoi c'est Belkebla qui se retrouve sur Traoré sur le corner défensif. Et c'est vrai que c'est très très frustrant, notamment le tir de Tube qui passe entre les jambes de Duverne et entre les jambes de Christophe Herrel pour arriver dans le soupirail, comme dirait Giroud, de Gauthier Larsonneur, et un Gauthier Larsonneur qui est évidemment il n'est pas fautif, mais c'est vrai qu'il n'est pas décisif non plus, et on sent que sa confiance en a quand même pris un coup parce que son jeu au pied était pas loin d'être abyssal. Les relances catastrophiques, il y en a une petite dizaine qui n'ont pas trouvé preneur, et c'est vrai que c'est assez énervant parce que statistiquement Brest est, en tout cas Gauthier Larsonneur pour le coup, est le seul gardien qui prend comment tourner ça. Gauthier Larsonneur a pris 11 buts sur 20 tirs cadrés adverses, donc ça veut dire que plus de la moitié des tirs cadrés adverses est arrivé c'est terminé en but. On ne compte pas le but de Christophe Herrel contre son camp, et effectivement c'est le seul gardien qui a pris autant de buts. Brest c'est la pire défense de toute façon. Oui. Mais Brest c'est la pire défense, mais Brest c'est la pire défense collective, et il n'y a pas eu un problème défensif sur ce match. On n'a pas pris l'eau. Angers s'est pas procuré des occasions. On n'a pas été vraiment déséquilibré. C'est difficile à expliquer, et c'est vraiment très frustrant parce que c'est ce qui aussi fait la beauté du foot, c'est que tu maîtrises le match dans ses trois quarts, et au final il se passe un truc un peu chaotique qui résulte en 2 buts angevins. Voilà, c'est peut-être aussi un peu le côté public, le côté le momentum que Angers a réussi à tourner en sa faveur après l'égalisation. Mais c'est difficile de pointer du doigt un problème ou un autre parce que en fait Brest n'aurait jamais dû perdre ce match, et c'est très compliqué à expliquer, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du foot. J'espère qu'il y a des matchs qu'on méritera de perdre, qu'on gagnera. C'est notamment le cas, tu en parlais l'année dernière contre Angers, où justement Dalloglio avait plutôt été inspiré en faisant jouer Batocchio devant la défense en deuxième période. Là c'était vraiment l'inverse le plus inverse qu'on aurait pu avoir, et c'est effectivement extrêmement frustrant, et c'est vrai que c'est gonflant de voir un peu le même match, pas contre Marseille, parce que voilà, Marseille ça restait Marseille, on a peut-être moins dominé et surtout on n'avait pas mené au score, mais c'est des points qui s'en vont, alors que Brest aurait pu se retrouver un peu plus dans une position un peu plus confortable que la 13e qui est la sienne à l'heure actuelle. Tout à fait. Si on veut vraiment être factuel, comme tu disais, tu as tout à fait raison. Brest, c'est la pire défense avec déjà 12 buts encaissés en 5 matchs. Et sur 5 matchs disputés, il y en a 4 qui se sont soldés au cours desquels Brest a encaissé au moins 2 buts. Donc c'est vraiment colossal. À titre d'exemple, des équipes comme Bordeaux n'ont encaissé que 2 buts, par exemple. Le PSG, ça fait rêver. Ça fait rêver. Non, mais voilà. Metz n'a encaissé que 5 buts. C'est des choses. On joue peut-être, on a une défense un petit peu encore peut-être jeune, je ne sais pas, qui se connaît pas forcément suffisamment, mais voilà, Duverne a montré des capacités offensives intéressantes, mais défensivement, sa complémentarité avec Christophe Herrel, ouais, pour l'instant, j'y crois, hein. Je pense que ce sont 2 profils qui peuvent jouer ensemble, mais à l'heure actuelle, voilà, elle ne saute pas aux yeux, c'est assez évident. Pour autant, que dire, voilà, tu parlais de Gauthier Larsonneur, effectivement, ces dégagements au pied nous ont vraiment, vraiment mis en difficulté sur certaines relances. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont continué de jouer avec lui. Les joueurs voyaient bien qu'il était en difficulté sur ce match. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, mais dans ces cas-là, tu trouves une alternative aussi, parce que parfois, il était clairement mis un peu dans la merde, on recevait des ballons, on lui mettait toujours le ballon derrière, on voyait qu'il était en galère à ce niveau-là. Dans ces cas-là, tu changes ton fusil d'épaule et tu joues différemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait. Si j'avais été coach, c'est ce que j'aurais demandé.
Après, je suis un peu également frustré. Alors, il restait peu de temps, mais lorsqu'Angers égalise et remarque son troisième but dans la foulée, j'ai pas senti vraiment de réaction. Je nous ai sentis totalement abattus et derrière, on n'a pas une seule occasion. Et d'ailleurs, Angers peut continuer à attaquer, marquer un quatrième but, c'est pas passé loin. Voilà, j'ai senti une équipe abattue qui ne savait plus vraiment que faire. Et je pense que ça résulte du coup de l'absence de Charbonnier et de Fèvre, qui sont les organisateurs. Et là, on avait une équipe qui était complètement coupée en deux entre la défense, puis ces joueurs rapides, mais finalement tous un petit peu avec le même profil, que ce soit Honora, Philippotto et Cardona. J'ai pas compris non plus pourquoi Mounier était resté si longtemps sur le terrain, parce qu'il avait l'air complètement cramé au bout d'un moment. Et je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que lors de ces deux premiers matchs, ce qui peut totalement s'expliquer, hein, un enchaînement de 3 matchs après avoir très peu joué. Voilà, c'est un ensemble de décisions du coach que je n'ai pas comprises. Et voilà, pour moi, Olivier Dalloglio est très largement responsable de la défaite à Angers. Et je trouve Juste que c'est... Pardon, non, vas-y, juste pour terminer, je trouve, voilà, tu disais que c'était gonflant de voir autant d'occasions qui se terminent en but. Effectivement, à chaque fois que l'équipe adverse attaque, on n'est pas du tout serein. Et il faut également qu'on arrive à régler ce problème de coup de pied arrêté. Ça fait un 49 podcasts aujourd'hui. C'est l'impression que c'est le 40e podcast qu'on dit ça, que voilà, sur coup de pied arrêté, on n'est pas bon. Au bout d'un moment, c'est des choses qui se travaillent. Et il n'y a pas de fatalité dans le foot. Il faudrait peut-être s'y mettre aussi, quoi. Mais c'est vrai que on a souvent dit que Jean-Kévin Duverne était un meilleur peut-être footballeur que défenseur. Il a encore peut-être montré, voilà, enfin c'est pas un mauvais défenseur, c'est un défenseur moyen, je dirais, qui est en train de progresser. Je pense que même depuis l'année dernière, les progrès sont assez visibles sur son côté défensif, mais il a encore été très très à l'aise avec le ballon et le premier but, en tout cas le penalty, part d'une bonne relance de Jean-Kévin Duverne sur Romain Perrault, un circuit de jeu qu'on a de plus en plus l'habitude de voir. Mais c'est vrai que peut-être défensivement, il y a peut-être quelques lacunes. Je pense que sur le troisième but, il manque un peu d'agressivité sur Loïs Diony. Et ça résulte en une passe décisive de Diony pour Fulgini. Et un hors-jeu peut-être. Après, pour moi, oui. Pour toi également, je crois. Pour Olivier Dalloglio également. Mais pas pour l'arbitre. Et c'est peut-être c'est sûrement même la personne la plus importante qui aurait dû prendre la décision. Mais voilà, c'est délicat il y a encore également le problème du réalisme, même si on marque 2 buts. Normalement, marquer 2 buts contre Angers, face à le casting angevin offensif fait vraiment pas rêver. Donc marquer 2 buts contre Angers, normalement, c'est suffisant pour gagner le match. Mais c'est très très frustrant et on a hâte que ça se termine parce qu'il y a un moment donné où ça va changer. On se procurera peut-être moins d'occasions, mais on prendra également moins de buts. Mais on a vraiment hâte que ces journées de championnat arrivent parce que ça devient extrêmement frustrant. Bon, il y a des choses qui ont plutôt bien marché néanmoins, et je pense que l'une d'elles est sûrement Romain Fèvre. Oui, Romain Fèvre, finalement un petit peu dans la continuité de son début de saison. Un joueur, il est vraiment très élégant avec le ballon, je trouve. Ça fait plaisir de le voir manier la balle. Il a quelque chose de différent et je ne trouve pas beaucoup de joueurs avec lesquels on pourrait le comparer dans notre effectif, je dirais même aucun. Et dans les autres équipes de Ligue 1, pas forcément non plus. Alors je pense qu'il doit prendre en consistance et en régularité dans le match, parce qu'il y a des moments où il disparaît. Cela s'explique certainement par son manque d'expérience, sa jeunesse. Il est parfois un petit peu trop prévisible à essayer de faire les mêmes gestes, donc voilà, les joueurs adverses risquent de certainement peut-être le contrer un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas, c'est un joueur. Et tu disais, Quentin, en début d'année, que tu voyais pas comment Romain Fèvre pouvait faire la différence en entrant en jeu. Et ben moi, peut-être que au fur et à mesure, je suis en train de changer mon avis à ce sujet. Je trouve que voilà, il percute, il est créateur de danger, mais il trouve des situations de frappe. Il a d'ailleurs une belle frappe en première mi-temps qui est bien arrêtée par Bernardoni. Il avait réussi à la cadrer, chose qu'il n'avait pas réussi à faire face à Lorient. Je trouve beaucoup de positifs moi dans le match de Romain Fèvre et s'il arrive à poursuivre sa progression et son potentiel, ça peut être très intéressant. Tout à fait, exactement. Et il est impliqué sur 9 des 16 tirs brestois pendant la rencontre. Il touche la barre également. Il aurait peut-être mérité un but. C'est lui qui décale le doigt rond sur la grosse occasion. C'est lui qui décale évidemment Mounier sur une merveille d'action brestoise. Il aurait mérité au moins une stat, que ce soit un but ou une passe décisive. Bon, il n'y en a pas eu, mais voilà, c'est vraiment l'un des principaux points de satisfaction de ce début de saison brestois. C'est une des bonnes surprises en tout cas. On l'avait vu en match amicaux que il y avait un truc, mais les matchs amicaux c'est une chose, la Ligue 1 c'en est une autre, et surtout être constant en Ligue 1.
Et là, pour le coup, il a une dizaine de matchs dans les jambes puisqu'il avait fait quelques entrées avec Monaco. Là, c'est vraiment assez impressionnant. C'était peut-être son meilleur match depuis le début de la saison avec Dijon, je dirais. Mais là, il a vraiment été très omniscient sur la rencontre et c'était vraiment très très agréable de le voir évoluer. Maintenant, il manquait cette petite stat qui confirme effectivement le très gros match. On sait que les joueurs offensifs sont souvent jugés par une stat. Il aurait peut-être mérité la sienne. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, les trois quarts du match ont été largement maîtrisés, on va dire, avec des grosses occasions, des belles actions de jeu, encore du jeu. C'était vraiment un match plaisant jusqu'à ce que cette 75e minute arrive. C'est dommage que le foot soit pas jugé par des juges extérieurs. En fait, tu proposes ta prestation pendant 90 minutes et un peu comme au niveau de la gym, des plongeons, il y a un juge après qui donne les notes et l'équipe qui a la meilleure note gagne. Là, je pense qu'on aurait assez largement dominé la rencontre. Mais voilà, le foot, hein, c'est pour ça qu'on l'aime aussi un peu. Hein. Oui, ou qu'on le déteste. Et qu'on le déteste. Je pensais à ça en fait après le match, donc pour raconter ma vie. Donc il y a eu déjà magnifique victoire de Julien Alaphilippe 2 minutes avant l'égalisation angevine. Qui a sûrement évidemment boosté Bernardoni, on connaît. Bien sûr, ça a été la douche froide terrible. Et après le match, je suis sorti prendre un peu l'air parce que il faisait beau et tout. Et je me disais vraiment en fait les gens qui aiment pas le foot, bah ils sont certainement heureux parce qu'ils ont pas ce genre de catastrophe qui leur arrive. Et après, je me suis dit dans un second temps, ouais, mais ces mecs-là, ils vivent pas des montées, ils vivent pas des victoires face à Lorient. Donc, je pense que voilà, apprendre dans la défaite, c'est aussi ces défaites-là, ça nous apprend aussi à savourer les victoires. Et on va pas tout jeter non plus du jour au lendemain. On a été très content après le match de Lorient. On va pas maintenant détruire et démolir l'équipe après un match à Angers où on s'est montré quand même. On a montré un beau visage pendant 3 quarts de la rencontre. Sur le long terme, je pense qu'il y a plus de points positifs à retenir d'un match du Stade Brestois que d'Angers, par exemple. Angers, pour le coup, je sais pas comment ils arriveront à gagner. Alors, c'est vrai qu'ils le font depuis 3-4 ans, donc au final, ça va peut-être s'arrêter un jour. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils arrivent à se maintenir en gagnant des matchs. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais où ils sont souvent dominés et finalement, ils arrivent à s'en sortir. Ils avaient beaucoup de blessés aussi et de joueurs qui n'étaient pas prêts sur ce match. Donc je pense que leur équipe ne ressemblera pas forcément à ça toute la saison non plus. Ils venaient de perdre aussi Baptiste Santamaria qui a été remplacé par Capel qui jouait un poste qui n'était pas le sien d'habitude. Mais voilà, effectivement, je pense que si on prend un peu plus de recul, il y a quand même des points positifs qui laissent entendre que Brest est quand même sur la bonne voie, sur le long terme en tout cas. Bon, on a déjà fait trop longtemps déjà sur ce Angers-Brest, hein, il est temps que ça se termine. Oui. Et qu'on passe à autre chose parce que... Vraiment un match à oublier. Oui, comme rarement. Hein. C'est vrai que... Je sais pas si on a vécu des déceptions comme ça depuis qu'on est remonté en Ligue 1, je crois pas. Des matchs frustrants hein, comme ça, je suis pas sûr. Il y avait quelques matchs l'année dernière où on se fait égaliser où on perd dans les dernières minutes. Notamment contre Saint-Etienne, c'était le deuxième match en Ligue 1 et effectivement on fait un bon match et on se fait égaliser dans les 5 dernières minutes il me semble. Mais c'est vrai qu'à ce point où on maîtrise, on a les occasions, Angers n'a pas d'occasion de son côté, c'est vrai que c'était... pour Angers ça doit être assez jouissif de voir, comme on l'a fait par exemple à Angers l'année dernière. C'est toujours assez jouissif de gagner un match que tu n'as absolument aucune raison pour laquelle tu dois le gagner. Mais quand tu es de l'autre côté de l'expérience, c'est effectivement très, très décevant et il y a de quoi tout casser. Hein. C'est vrai que pour le coup, moi je vais vous raconter, puisque tu as raconté un peu ton expérience. J'étais donc au match des U19 et j'ai demandé donc à Fanch et à Yann de ne pas me spoiler. Tout était préparé hein, pour ne pas que je me fasse spoiler. Donc il n'y a pas d'internet au stade. La page d'Allez-Brest qui était la page du forum d'Allez-Brest où PS13 upload généralement la rencontre juste après qu'elle se soit terminée était déjà ouverte. Mais au final il ne l'a pas fait. Donc on a dû attendre 1h du matin pour trouver le match sur les Robins des Droits. Hein, magnifique page qui nous permet de voir et revoir les matchs. Et tu as réussi à trouver le lien sans voir le score? Sans voir le score. Vraiment, il y a eu déjà vous,
puisque donc le match des U19 a commencé quelques minutes après le début de Brest-Angers, et donc avant que je poste la première photo du début de match des U19, où il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et donc il y a eu des bordels dans la petite conversation, bordel, oh là là. Pour Donc le penalty. je me doutais qu'il y a quelque chose qui s'était passé, et quelque chose de positif, je pense, parce que il y aurait eu un peu plus d'insultes, je pense, si c'était Angers qui s'était procuré une grosse occasion ou un but. Donc voilà, et donc à 1h du matin, donc je me mets à regarder la rencontre, et effectivement vers 3h ça se termine. Et on avait envie de tout casser, effectivement. C'était vraiment très très frustrant. En me réveillant lundi matin très tôt, j'ai vu tes messages et généralement le début de semaine, le lundi, tu te réveilles, bon, t'as un peu la flemme d'y aller. Et puis là, je me suis dit, putain, lui, il y en a un qui est en train de passer une mauvaise nuit actuellement. Moi, j'avais déjà commencé à digérer un petit peu, tu vois, mais. Enfin bref, assez parlé de ce Angers-Brest. Passons aux news, si tu le veux bien, Franche. Oui, ce qui est très bien, c'est qu'on ne parlera plus de ce Angers-Brest. Je suis très content d'avoir. C'est bon, c'est fait. Ouh. Oui, c'est vrai que l'expérience est passée, l'expérience douloureuse est passée. C'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste, hein, pour faire une petite dédicace à Mèche Tuyau, évidemment. D'ailleurs, on note que Yann est absent pour ce podcast. Il s'est pas battu pour venir l'enregistrer non plus. Il est en vie, hein, c'est important de le savoir, il est toujours en vie. Oui, toujours pas Covidé. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Alors les news, bon, c'est pas plus réjouissant que le résultat des pros, puisque au niveau des jeunes et des féminines, pas mal d'équipes ont perdu également, et des défaites assez nettes, comme celle de la N3, qui a perdu donc à Pontivy 4-0. Pas grand chose à retenir de cette rencontre. La N3 qui est 9ème, donc avec 4 points, et qui ne jouera pas ce week-end, puisqu'il y a un week-end de Coupe de France. Défaite également pour les U19. Alors moi j'y étais, hein, puisque je viens de le dire. Défaite 2-1 contre le FC Nantes. But de Rémi Mauguin, l'homme en forme de ce début de saison pour le Stade brestois. Alors pour le coup, c'était peut-être pas aussi bien maîtrisé que les pros, mais la défaite est sévère également pour les U19, qui ont livré un très très beau match, hein, au niveau du jeu, des intentions. C'était vraiment très très agréable également. D'un point de vue global, le match était vraiment très très sympathique. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Nantes était pas mal solide, même s'il y avait un peu plus il y avait davantage de concentration au niveau des individualités côté nantais, notamment sur les ailes. Alors ils avaient un Samuel Yépié, donc qui évolue généralement en N2 et qui est professionnel. C'est vrai que c'était un beau bébé et un joueur très technique, qui fait pas toujours les bons choix, hein. C'est un peu l'ailier. Il a les qualités et les défauts d'un ailier un peu moderne et jeune. Bah, c'était très agréable. Malheureusement, la défaite est présente au rendez-vous pour les jeunes. Première défaite de la saison, il reste 3ème avec 9 points et un match à jouer encore face à Concarneau. Donc voilà, globalement, c'est toujours positif, et comme un peu les pros, sur le long terme, je pense que c'est un match où il y a pas mal à apprendre et pas mal à garder surtout. Ils joueront donc à Châteauroux dimanche à 11h. Châteauroux, justement, ça a été le lieu de la défaite des U17, 2-0. C'était donc dimanche matin, il me semble. Ils sont donc 11e avec 4 points, donc pas mal une équipe assez jeune, hein, du côté des U17, et avec pas mal de nouvelles recrues également. Donc il faut peut-être un peu de temps pour que les automatismes se fassent, avec un nouvel entraîneur également. L'ancien Angevin, Olivier Aurillac, évidemment. Et gros match pour les U17 ce samedi, puisqu'ils affronteront le Stade Rennais à 15h30, donc ce sera à Penn-Hélène, donc n'hésitez pas, hein, y a pas de... Rien ne vous empêche d'y aller, hein. Les matchs ne sont pas à huis clos, par contre il faut un masque évidemment pour aller à Penn-Hélène, masque obligatoire, et peut-être un peu de distanciation physique entre les gens, même si voilà, tout le monde ne la respecte pas nécessairement. Et enfin, première victoire, un peu de positif pour terminer ces résultats. Première victoire pour les féminines, qui se sont imposées face à Vendenheim. C'était samedi soir au Relais-Quéruon. Bon, on s'est un peu gelé les couilles, hein, mais bon, ça valait le coup. Victoire 2-1, but de Winnie Mapangu et d'Océane Ringenbach. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on prononce son nom. Première victoire, donc elles remontent à la 8e place, donc avec 3 points, et elles joueront à Orléans samedi à 17h.
Alors, je vais remplacer un peu rapidement Yann pour les anciens Brestois et Neil Maupay. Neil Maupay qui a été buteur sur penalty face à Man United avec une très belle panenka, effectivement, et une très belle célébration aussi, une célébration qu'on peut qualifier de pleureuse. Est-ce que c'était, tu penses, destiné à un ancien Lorientais très chevelu? C'est possible. En tout cas, on le souhaite. On le souhaite parce que c'est très rigolo. Mais malheureusement, à la fin, il provoque le penalty qui offre la victoire à Manchester United à la 97e minute. Donc voilà, là aussi, c'était un peu deux salles, deux ambiances pour Neil Maupay. Robin Lenormand également a joué face à Elche avec la Real Sociedad, 3 buts à 0, victoire nette et sans bavure de son club. Deuxième match sans prendre de but pour Robin Lenormand. Il faudrait peut-être un Robin Lenormand du côté du Stade Brestois. Et il joue d'ailleurs ce soir, ce mardi, contre Valence, il me semble, avec la Real Sociedad. Donc voilà, vous aurez le résultat, nous on ne l'a pas encore. Mais voilà, généralement, c'est plutôt un bon début de saison. Il continue à être titulaire, Robin Lenormand. Donc voilà, il continue, c'est un petit bonhomme de chemin en Liga. Enfin, Auxerre. Bravo aux Auxerrois qui ont été les premiers à perdre contre Toulouse depuis un an. Même Brest ne l'avait pas fait. Coup dur pour Jean-Marc Furlan, Michel Padovani et les autres. Défaite 3-1 à Toulouse. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Du côté des autres Brestois, mais c'est tout. Je crois que personne d'autre n'a brillé ou personne d'autre n'a vraiment ne s'est montré en positif ou en négatif. Je suis pas mal d'Auxerrois sur Twitter et ça rage sévère sur Bernard, Coef, etc. C'est colère. Et même Furlan, ça commence à grincer des dents. Écoute, on est passé par là aussi, de Oui. temps en temps. D'autres news, le mercato qui se termine dans une semaine. Donc, oui, le mercato qui se termine, ouais. Donc après, Grégory Lorenzi a parlé dans les médias, il a dit qu'en gros il se refusait rien et qu'en cas de départ où il pourrait y avoir des arrivées, que si j'ai bien compris entre les lignes, c'est Ngoma était également invité à partir s'il trouvait un projet et qu'en défense centrale, si je dis pas de bêtises, Quentin, un joueur est encore attendu. Oui, selon Téléfoot, il y avait le nom de Pape Cissé, joueur de l'Olympiakos, qui a été cité par le nouveau média télévisuel, la chaîne du foot évidemment, Téléfoot, la chaîne du foot. D'ailleurs, en parlant de Téléfoot, le commentateur de ce Brest-Angers était assez qualitatif, j'ai trouvé. Je le trouvais plutôt bon, avec Jimmy Algerino à côté de lui, qui lui n'était pas dégueulasse non plus, donc c'était plutôt agréable d'entendre ces deux commentateurs. Voilà, petit aparté, très rapide. Mais effectivement, donc un défenseur central et éventuellement peut-être un gardien, puisque Moïse Hassen était à Kerlorens cette semaine. Donc à voir si l'international marocain, qui a donc une Coupe du Monde dans son curriculum vitae, signe définitivement au Stade Brestois. Ce serait pas un mauvais choix, je pense, pour un deuxième gardien. Voilà, un mec qui a de l'expérience, une Coupe du Monde en plus, qui a l'expérience, qui a joué en Ligue 1. Pour moi, ce serait plutôt une bonne solution en tant que deuxième gardien. Sinon, petite info que je place comme ça, alors, sur un Brest-Angers, comme quoi on n'a pas fait forcément un match cata, c'est Gaëtan Charbonnier qui est dans l'équipe type de la semaine de France Foot, avec une très belle note de 7. Donc encore une fois, Charbonnier, bon début de saison. Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, il est très constant. Ce qui était peut-être un de ses principaux problèmes, depuis peut-être le début de sa carrière même. Si on accepte évidemment sa saison à 27 buts. Mais effectivement, en plus il a marqué. Donc, sur une très belle passe décisive de Le Doiron d'ailleurs. Le Doiron, on n'a pas parlé de Le Doiron, mais qui continue comment dire, de diviser, on va dire. Oui, il est titulaire en tout cas. Du mal à comprendre pourquoi, mais bon. C'est terminé pour les news, il me semble. Oui, au niveau de Larousse, du coup, notre vainqueur de la oui, c'est vrai, effectivement. Notre vainqueur de la semaine dernière va recevoir son lot. On l'a contacté, et donc Jean de la Trébelle nous a dit que le colis était parti. Cette semaine, on a un changement de leader. Donc Noma, qui était en tête depuis pas mal de temps, a perdu sa place et vous sur cette journée. À noter donc la très belle opération de Gabzerito qui gagne 110 places au classement cette semaine. Et également moi-même, 40 places de gagné, je reviens 12e. Bon, ça c'est plutôt cool du point de vue personnel, je dois dire. Sinon voilà, donc Noma n'est plus en tête. En tête maintenant, c'est Xbe
Xbugs, pardon. Donc, excusez-moi pour la prononciation. Avec un total de 1477 points. Donc, l'ami Xbugs, là, il commence à être pas mauvais. Il a fait 10 scores parfaits. Donc, c'est quand même plutôt correct. Voilà, Et il devance Charlison, Charlison toujours qui a fait toujours 25 présent. pronostics, Charlison. Bon, il a fait que 6 parfaits. Mais c'est Charlison qui est le meilleur pronostiqueur en termes de résultats trouvés pour l'instant. Donc, en tout cas, ça se tire la bourre. C'est pas mal. Il y a beaucoup de joueurs actifs sur la Roost encore. Hein. Il y a énormément de gens qui valident leurs pronos. Je pense qu'on est au moins facilement 150 actifs encore. Et donc ça, c'est plutôt très cool. Donc On est 150 actifs et je suis 167e. Ce n'est pas bon signe pour moi, mais l'important c'est de participer. On connaît évidemment Pierre de Coubertin, on le salue s'il nous écoute. Passons à Brest-Monaco du dimanche prochain. Au Monaco, chez toi il fait toujours chaud. Gros morceau. Effectivement, gros morceau, tu fais bien de le dire, gros morceau. Un Monaco qui retrouve les sommets de la Ligue 1 après plusieurs saisons un peu en demi-teinte. Un nouvel entraîneur, évidemment, Niko Kovac, qui arrive et qui met ses principes tranquillement en place. Monaco qui gagne alors qu'ils ont terminé à 9. Ils ont joué à 9 pendant une bonne vingtaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises, contre Strasbourg. Oui. Et Monaco qui a peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 qui ne joue pas au PSG, avec Wissam Ben Yedder, qui marche sur l'eau depuis le début de saison, tant au niveau de ses buts marqués que de ses occasions créées. C'est vraiment un excellent joueur. Ça fait peur. C'est effectivement, il faudra faire attention à ce Wissam Ben Yedder et à Kevin Volland, évidemment, un de mes joueurs préférés depuis plusieurs années, qui va donc fouler la pelouse de Francis Lebler. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et qui est très complémentaire avec finalement tous les attaquants avec lesquels il joue, et Wissam Ben Yedder n'est pas une exception. Il a d'ailleurs fait ses 2 premières passes décisives depuis le début de saison. Alors on va pas continuer avec toutes les individualités qu'a Monaco parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais étant donné ça va être un match très très compliqué, et peut-être que la défaite contre Angers aurait pu être un peu moins grave si on avait joué une équipe un peu plus à notre portée par la suite, où on aurait pu se relancer un peu plus facilement. Ouais, pour moi, ça va être la meilleure équipe qu'on va rencontrer depuis le début de saison, bien devant Marseille. À mon sens, en tout cas en termes d'individualité, de collectif et d'après ce qu'on peut savoir depuis l'arrivée de Kovac sur le Rocher. Il est arrivé avec un staff très complet, je crois qu'ils sont 5 en tout, avec son frère notamment Robert, si je dis pas de bêtises. Et ils ont a priori, ça travaille très bien du côté de Monaco, c'est très sérieux. Il y a vraiment une ambiance de travail et un projet qui est mis en place. Un nouveau directeur sportif également du côté de Monaco, qui a réussi à lâcher pas mal de contrats. Pas encore Samuel Grandsir, qui est toujours sous contrat avec Monaco, Youssef Aït Benasser également. Mais ouais, généralement, tu fais bien de le dire, ça travaille beaucoup mieux. En tout cas, on a l'impression, en tout cas de vue de l'extérieur, que ça travaille beaucoup mieux depuis l'arrivée de Kovac et de Paul Mitchell. Donc. C'est un match qui s'annonce, à mon sens, très compliqué. Et je pense qu'un point. Après, il faut voir aussi toujours ce qui est question de scénario, des rencontres, etc. Mais là, en enregistrant le podcast aujourd'hui, à quelques jours du match, je pense que je me satisferais d'un point. Tout à fait. Un point, ce serait tout à fait un bon résultat. Voilà, comme tu le dis, il faut voir le contexte. Peut-être un point qu'on ne mériterait pas. Ce serait peut-être un petit de quoi équilibrer un peu la semaine. Mais ouais, généralement, je pense que tu fais bien de le dire, ça va être un match compliqué parce que alors, du côté des bonnes nouvelles, Monaco a terminé à 9, donc ça veut dire qu'ils ont eu 2 expulsés. Ces 2 expulsés ont été Aurélien Tchouaméni et Axel Disasi. Peut-être justement, la défense centrale, c'est peut-être le point faible de cette équipe de Monaco, avec leur meilleur défenseur central qui sera certainement qui sera absent. Benoît Badiachil, c'est pas l'assurance tout risque. Donc, il est capable de faire des bons matchs et il est capable de se trouver. Monaco, de toute façon, depuis le début de saison, c'est une équipe qui prend également beaucoup de buts. On disait que nous, on encaissait pas mal. Monaco, c'est aussi une équipe qui a encaissé quasiment à tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Alors, ils ont commencé, ils ont pris 2 buts contre Reims à la première rencontre.
Après, ils n'ont pas encaissé à Metz. Ils ont fait un match amical contre Nice où ils en avaient pris 2 aussi. Ils en ont pris 1 but contre Nantes, 2 à Rennes et 2 contre Strasbourg. Bon, effectivement réduit à 9, mais bon, les buts sont quand même encaissés. Mais c'est une équipe par contre qui marque également beaucoup de buts, hein. Déjà 9 buts marqués comme nous. Donc peut-être un match assez ouvert. Je pense que c'est une équipe joueuse, en tout cas l'AS Monaco, qui va pas rester attendre des Brestois. Et donc voilà, peut-être un match ouvert. C'est peut-être le genre de rencontre qui nous correspond un peu mieux aussi, hein, si on a des espaces. À voir après la composition et ce que dans le travail de la semaine va porter comme fruit, mais je m'attends à du spectacle en tout cas. Alors autant elle est joueuse, autant je trouve qu'elle est très disciplinée, notamment au niveau des transitions. J'ai vu 2 matchs de Monaco depuis le début de saison, c'était contre Reims et contre Metz, il me semble, où ils avaient là aussi terminé, ils avaient pris un carton rouge. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant au niveau de la force de frappe. Il y avait pas mal d'occasions, notamment sur coup de pied arrêté, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Badiachil notamment est très dangereux sur coup de pied arrêté. Il y a pas mal de joueurs assez athlétiques dans leur équipe et des joueurs qui tirent bien les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas si c'est Fabregas ou pas, mais voilà, il y a de la qualité. Il y a de la qualité au niveau de l'équipe de Monaco. Et c'est la 5e équipe qui a le plus le ballon depuis le début de saison, avec 53% de possession de moyenne. Si je regarde par exemple le Stade Brestois, on est à possession, on est la 6e, donc juste derrière. Il n'y aura qu'un ballon sur le terrain, donc qui l'aura à voir, mais c'est vrai que ça risque d'être un match très plaisant entre 2 équipes qui jouent au foot, qui marquent des buts, qui tirent beaucoup au but également. Donc voilà, tu y seras pas moins normalement en tout cas, c'est comme ça que ça se prépare, mais effectivement ça risque d'être un match très très intéressant et plutôt un beau match, hein. Donc voilà. À voir également la réaction brestoise après ce gros coup pris sur la saucisse, hein, évidemment, comme nous on l'a pris, les joueurs l'ont pris également. Donc à voir comment les Brestois réagissent. Est-ce que tu penses que ce sera une bonne réaction, ou est-ce que tu es un peu cette équipe est totalement imprévisible, peut faire de très bonnes choses comme passer à côté. Je veux pas me prononcer parce que je pense que je suis pas forcément un très bon pronostiqueur et c'est pas forcément le but non plus du podcast, de se prononcer en avance, en tout cas sur la rencontre, sur le scénario du match. On peut avancer des arguments, mais je ne sais pas comment. Déjà, on n'a pas les compos, on n'a pas les dispositifs tactiques, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense que ce sera un match ouvert, en tout cas, juste c'est ça, un match ouvert dans lequel on risque de subir, mais c'est pour ce genre de match aussi qu'on est monté en Ligue 1. Monaco, on sait que c'est une équipe historique de ce championnat. Elle n'est pas venue à Brest depuis la dernière fois quand ils étaient descendus en 2011 avec le doublé, si je dis pas de bêtises, de Jonathan Haïté, quand on avait gagné 2-0. Voilà, Monaco, ça fait partie des équipes importantes de notre championnat. Je suis impatient d'aller voir le match parce que visiblement j'aurai accès à la tribune Quimper. C'est un gros match. Un point, ce serait bien. En tout cas, avant le match, je signe pour un point. Et je ne sais pas du tout effectivement comment ça va se passer sinon cette rencontre. Je parlais de la qualité de Monaco sur les coups de pied arrêtés. Oui. Ça se voit dans les stats, hein, puisque donc c'est l'équipe qui a le plus marqué sur coups de pied arrêtés, avec déjà 4 buts en 5 matchs, à égalité avec Marseille, sauf que Marseille a déjà joué le Stade Brestois. Donc Monaco a marqué 4 buts sans jouer le Stade Brestois. Donc on pourrait se retrouver à peut-être 6 ou 7 buts après la rencontre. À voir côté monégasque qui va remplacer Tchouaméni et Disasi, évidemment, puisque je crois que c'est Matsima qui est rentré à la place de je ne sais pas qui, de Ben Yedder à la 72e minute, donc juste après la deuxième expulsion. Donc on aura une équipe de Monaco, en tout cas une défense centrale très très jeune, avec donc Badiachil et vraisemblablement Matsima. Il y aura peut-être quelque chose à appuyer là-dessus, avec peut-être remettre des joueurs un peu plus rapides que Mounier, que Charbonnier, que Fèvre, que Le Doiron peut-être. Là, ce serait peut-être l'occasion. Ce serait peut-être autant Le Doiron face à des Lorient, des Angers, des équipes comme ça de deuxième moitié de tableau. C'est l'occasion qui fait le Doiron. Pardon. Ah, tu nous as pas trop habitués à ces traits d'humour. Donc quand on arrive, on est surpris. Hein. On est surpris.
Non, excusez-moi, mais je suis encore dans le match d'Angers, je suis démoli. Bon, que dire de plus? Est-ce que tu changerais, à part le Doiron peut-être, est-ce que tu changerais quelque chose au 11 titulaire? On a vu pas mal de gens, en tout cas notamment Taol, on le salue, qui a demandé peut-être un retour de Brian Chardonnay en défense centrale. Brian Chardonnay qui vient de prolonger officiellement d'ailleurs, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mais est-ce que ça te brancherait peut-être de voir Chardonnay à la place d'un Duverne ou de Christophe Perel? Dans la logique ou dans la mesure en tout cas, on a du mal à trouver une stabilité défensive. Je suis pas certain que changer au bout de tous les 2-3 matchs, ce soit forcément quelque chose de positif. On a eu Chardonnay à jouer contre Marseille et contre Nîmes, ça a fait également 7 buts encaissés. Je pense qu'il faut installer RL maintenant. Il a été recruté pour ça. Je vais essayer de lui accorder ma confiance encore un peu. Rien contre Brendan Chardonnay que j'apprécie comme joueur, mais je le trouve un petit peu inférieur à RL, notamment dans l'expérience, dans la taille. Après, voilà, il n'y a pas non plus un monde d'écart entre les deux joueurs. Je garderai également Brunel Pierre-Gabriel, que je trouvais plutôt intéressant en première mi-temps à Angers. Évidemment, Romain Perraud, qui fait un très bon début de saison même. Après, se poser la question d'Aris Belkebla au milieu de terrain, j'aurais bien dit oui de le changer, mais il a fait plutôt un match correct, en tout cas à Angers. Il a retrouvé un petit peu sa forme. Et voilà, après Diallo va jouer, espérons que ce soit pas son dernier match avec Brest. Non, techniquement, il a l'air plutôt parti pour rester. Donc ce serait plutôt quelque chose de positif. Non, moi je repartirais finalement avec la même équipe, parce qu'on a fait un bon début de match, on a eu des occasions. Si je ne vois pas Olivier Deloglio refaire les conneries de sortir Charbonnier et Fèvre. Finalement, c'est quand il a sorti l'équipe du départ, quand il a changé l'équipe initiale, qu'on n'a pas bien joué. Donc, moi je repartirais avec cette équipe-là. Rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Je suis en total accord avec toi sur tous les points. Bah écoute, c'est parfait ça. Ah oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer et qu'à ne pas perdre. Et surtout, oui. C'est l'objectif, de ne pas perdre. Je ne sais pas si l'équipe va continuer d'aller autant de l'avant. Je pense que c'est quand même dans les gènes d'Olivier Dalloglio et dans les gènes de cette équipe maintenant depuis plus d'1 an. Mais peut-être vont-ils... je ne sais pas dans quelle mesure le nombre de buts encaissés successivement va faire que l'équipe va jouer avec un petit peu plus peut-être de frein. Alors peut-être pas à domicile, mais j'attends de voir un petit peu la réaction après ce match. Alors, je ne sais pas comment l'équipe va réagir en tout cas. J'ai pas vu beaucoup de réactions de joueurs après la rencontre. Donc j'attends de voir. Tout à fait. Attendons de voir et attendons dimanche avec impatience, quand même si on est tous déçus. On a peut-être c'est l'occasion de passer à autre chose et de revivre des émotions plus agréables que ce match contre Angers, comme notamment contre Lorient. C'était plutôt intéressant. Et encore une fois, contre Angers, c'était bien jusqu'à la 75e minute, mais effectivement, 15 minutes, ça ruine un week-end. 15 minutes, il en suffit de 15. Heureusement que Van Aert n'a pas gagné, ça aurait été terrible. Ah oui, une chute de Ola Philippe dans la descente, et là, on cassait tout. Là. Tu aurais sauté depuis ton appartement, au niveau de ta rue, évidemment. On ne citera pas, pour éviter tout attroupement et demande d'autographe de photographes. On sait que tu es très demandé au niveau de tes nombreux fans. Franche, merci. Merci à toi d'avoir été avec moi. C'est bien. Salut Yann. Il y a quand même un côté psychanalyse et de fait de parler du match, d'en discuter. Je trouve que ça permet de faire avaler un petit peu plus la pilule. Voilà, c'est peut-être tout aussi agréable pour nous que pour vous. En tout cas, on espère que c'est agréable pour vous d'écouter, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté. C'est agréable de parler, de lâcher tout ce qu'on avait sur le cœur depuis dimanche. On salue Yann également, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui à la fois est en train d'essayer de régler ses problèmes de micro, aussi inconstant que qui. Que la défense du Stade Brestois. Oui, voilà, j'aurais pas pu trouver mieux. Et à la fois qui était occupé par ses activités scolaires, on va dire. Il sera de retour, on l'espère en tout cas la semaine prochaine, pour le 50e épisode. Ah oui. Le 50e épisode, ça passe à une vitesse assez impressionnante. Je pensais déjà, je sais pas toi, mais je pensais peut-être pas arriver jusqu'à 50 épisodes. Non, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'en arriver là. Et l'occasion de vous remercier, on le fera peut-être un peu plus en détail la semaine prochaine, mais l'occasion de vous remercier encore une fois d'être avec nous toutes les semaines.
malgré contre vents et marées, on va dire. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une petite trêve après le match contre Monaco? Si, l'équipe de France va jouer 3 matchs. Ah, bah, ce sera peut-être l'occasion de faire quelque chose Oui, à nous côté en aura. du débrief de Monaco. Hein. Comme vous le voyez, le podcast est préparé à une vitesse phénoménale. Hein, au moins. On voit à long terme. Ah oui, tout à fait. Alors, Tout à fait. pour être tout à fait précis, après le match de Monaco en fait de ce dimanche, on ne rejouera pas avant le 17 octobre. Ce sera là un match à Nantes, donc gros match, franchement match assez cool. On ne sait pas s'il y aura possibilité de se déplacer ou pas, c'est quand même plutôt très mal engagé, je dirais. Et on va jouer donc Nantes, on recevra ensuite, si je dis pas de bêtises, Strasbourg, puis on ira à Rennes. Strasbourg qui est un plutôt bon souvenir de la saison dernière. Oui, Rennes également d'ailleurs. mardi, c'était dommage, mais c'est vrai qu'on avait pris l'enchaînement 5-0 petit McDo derrière, c'était pouah. Ah, il y a des petits plaisirs simples de la vie comme ça. Et effectivement, le match à Rennes, c'était plutôt une bonne. Rennes a visiblement élevé son niveau de jeu depuis l'année dernière. Donc Oui. à voir ce que ça donnera. Ce sera début novembre, il me semble. Alors Rennes, pour être exact, oui, effectivement, ça va être la 9e journée. C'est le calendrier qui va drastiquement se durcir Ah oui, les prochaines semaines. oui, absolument. On a pris quelques points d'avance sur quelques clubs, notamment Reims et Dijon surtout. Oui. Donc ça c'est plutôt positif. Mais à voir ce que ça donnera face à des équipes un peu plus costauds, comme Rennes, comme Monaco évidemment, comme Saint-Etienne aussi qui arrive dans pas très très longtemps. Oui. Donc voilà, ça va être un peu plus costaud. Paris c'est Paris, c'est en janvier. Ah oui, effectivement, c'est début janvier et dernière journée également, non? Fanche, à la semaine prochaine. Bon match de ton côté contre Monaco. Merci. On espère que tu porteras chance, comme tu l'as fait contre Lorient. On espère que la route de Quimper, de façon plus générale, portera chance et portera le Stade brestois à la non-défaite, on va dire. Et on va vous donner rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Et évidemment, allez Brest. Hein. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.